Il était une fois l'éléphant, source de tous les rêves et de quelques chimères aussi. Massacré pour son ivoire ou vénéré comme un dieu. Mémoire des légendes du passé, monture divine ou royale, fidèle compagnon. Mais aussi montagne de viande qu'il faut oser affronter pour devenir un homme. Ce géant d'ivoire hante notre imaginaire. Au fil des siècles s'est tissé entre l'homme et l'éléphant un lien unique, empreint de fascination et de mystère. Le sud du Sahara, sur le continent africain, l'une des terres de prédilection de l'éléphant. L'éléphant d'Afrique est le plus grand et le plus fort des animaux, apparu sur notre planète il y a 50 millions d'années. Il vit sous la protection de sa famille, de sa naissance jusqu'à sa mort, et même au-delà. Les éléphants vouent à leurs défunts un véritable culte qui évoque celui que pratiquent les humains. Cette femelle vient de retrouver le squelette de son petit, disparu il y a 1 an. Son émouvant comportement nous entraîne au cœur même de l'univers de ces géants, au royaume du merveilleux. Le cimetière des éléphants, leur plus grande énigme. Elle passionne les esprits depuis toujours. À l'approche de la mort, l'animal s'en va rejoindre un lieu secret, abritant les dépouilles de ses ancêtres. Arrivé à destination, il s'éteint paisiblement. Plus tard, les siens lui rendent un dernier hommage, puis dispersent ses défenses dans la nature. Comme l'écrivait Rudyard Kipling, les coutumes des éléphants dépassent la portée d'esprit de tout homme, noir ou blanc. En Afrique, au nord de Tombouctou, les Touaregs du Mali sont surnommés les hommes bleus. Pour ce peuple de nomades, l'éléphant est l'animal du bonheur, car il annonce les pluies. Les éléphants sont les premiers à savoir pour l'arrivée des pluies. Dès qu'ils se mettent en route, les bergers préparent leurs bêtes et les suivent. Capable de percevoir des infrasons inaudibles pour l'homme, l'éléphant détecte les variations de pression. Il apporte une aide précieuse aux bergers en les guidant vers les rares points d'eau du désert. Chaque année, l'éléphant part à la saison des pluies pour trouver de la nourriture et parcourt plus de 1300 km de terre grise et dépouillée. Puis il revient. Les éléphants et les Touaregs ont longtemps entretenu une relation harmonieuse et pacifique. Mais les points d'eau se raréfient à cause de la sécheresse. De part et d'autre, la tension monte.
Les jeunes bergers sont prêts à tout pour faire boire leurs chèvres. Même à déclencher la guerre de l'eau. Parfois, les éléphants chargent mortellement ceux qui les chassent. Mais le plus souvent, ils finissent par obtempérer. Lorsqu'il s'agit de nourrir leurs troupeaux, les bergers ne déplorent pas la présence des éléphants. Bien au contraire. Les éléphants atteignent facilement les plus hautes branches. Ils allègent le travail des hommes et assurent la survie des chèvres. Avec les Touaregs, l'entente semble parfaite, comme si chacun veillait sur l'autre, en confiance. Au Mali, les temps changent. La sécheresse gagne. Peu à peu, les hommes bleus se sédentarisent. Nomades par tradition, ils deviennent cultivateurs. Ils se retrouvent autour du lac Gossi, au nord de Tombouctou. Là, ils aménagent des jardins et se battent pour préserver leur culture. En Afrique, les Touaregs sont les seuls à n'avoir jamais chassé l'éléphant. Ils ne consomment pas sa viande et ne s'intéressent pas à l'ivoire. Pourtant, le lien extraordinaire qui les unit à cet animal menace de se rompre. Nous vivons juste au bord du lac. Et nous y puisons de l'eau pour arroser les jardins et abreuver les bêtes. Mais les éléphants aussi viennent boire et se rafraîchir dans ce lac. Nous sommes obligés de partager l'eau avec eux. Une fois qu'ils se sont désaltérés, ils se dirigent droit vers le jardin. Ils sentent les arbres, les plantes. Ils ont faim, alors nous devons protéger nos cultures. En une demi-heure, un seul éléphant est capable de dévorer 30% de notre récolte. C'est le grand danger pour les fermiers. Nous creusons des tranchées autour de nos jardins pour les empêcher d'approcher et de tout saccager, mais ce n'est pas suffisant. Ils viennent toutes les nuits et font des ravages. Nous n'en dormons plus. C'est un cauchemar.
L'éléphant n'est plus l'allié des Touaregs. Lorsque les cris et les pierres ne suffiront plus à le repousser, il verra peut-être un jour surgir des fusils, sur une terre où il était jadis traité comme un dieu. Cette nuit, 2 éléphants sont passés dans mon jardin. J'ai vu qu'ils avaient abîmé beaucoup d'arbres et de plantations. Quand j'étais enfant, nous nous battions déjà contre les éléphants, chaque année, et je suis sûr que j'aurai à le faire jusqu'à la fin de mes jours. C'est une lutte quotidienne entre les éléphants et nous. En Asie, l'éléphant est la monture des dieux, une image vivante de stabilité et d'immuabilité. Au Cambodge, le théâtre d'ombre du Rimker conte sa fabuleuse histoire. Grâce à son pouvoir divin, l'éléphant apporte la paix et la prospérité. Sa puissance donne à ceux qui l'invoquent tout ce qu'ils peuvent désirer. L'éléphant contribue largement au rayonnement de l'Empire Khmer. Grâce à lui, les hommes bâtissent en un temps record les temples sacrés de la ville d'Angkor. Ancienne capitale de l'Empire fondée au IXe siècle, Angkor symbolise longtemps le joyau de l'Asie du Sud. 6 siècles plus tard, elle est dévastée par les Thaïs et laissée à l'abandon. Au XIXe siècle, un roi khmer découvre ses ruines au hasard d'une chasse, à dos d'éléphant. Comme si les pas de l'animal l'avaient guidé jusqu'à la cité oubliée. Aujourd'hui, ces éléphants transportent des touristes. Mais leurs ancêtres hantent toujours les ruines de la cité. La terrasse aux éléphants leur doit son nom. C'est là que se tenaient le roi et sa cour durant les festivités. Pour les habitants du Sri Lanka, l'éléphant est un animal de bon augure, au service des dieux. Ici, les hommes et les éléphants voyagent ensemble depuis plus de 2000 ans. Ejai est un jeune cornac. Aujourd'hui, il conduit Indiraja, son éléphant, à 30 km de là, au temple de Kandai, grande ville religieuse du pays. Un voyage éprouvant sur une route surchargée, construite par d'autres éléphants, il y a plus d'un siècle. Au Sri Lanka, l'éléphant a un statut à part. Il est depuis toujours associé à de nombreux rites bouddhiques. Indiraja
est un éléphant mâle. Sous le contrôle de son cornac, il est obéissant et son comportement reste prévisible. Des qualités qui le rendent apte à assumer un devoir spécifique et à participer à l'une des cérémonies religieuses les plus importantes du pays. La légende raconte que la reine Maya conçut Bouddha d'un éléphanteau. Depuis, l'animal symbolise le pilier de la foi. Le temple de Kandai renferme une précieuse relique, la dent de Bouddha, retirée de ses cendres il y a plus de 2000 ans. Chaque année, pendant 11 jours, les Sri Lankais la vénèrent, selon une tradition vieille de 17 siècles. Les plus beaux éléphants sont choisis pour défiler devant 2 millions de fidèles et honorer le Bouddha vivant. Mais un seul a le privilège de transporter la dent de Bouddha. Cette année, Indiraja est l'élu. Il conduit la procession qui durera une partie de la nuit, sous le regard de son cornac, soucieux que tout se passe bien. Pour les bouddhistes, venir à Kandai honorer la dent sacrée représente le pèlerinage de toute une vie. Autrefois, les rois avaient le droit et le devoir de protéger cette relique. Ils bâtissaient de grandes villes en son honneur. Certains affirment que désormais, seule une copie serait présentée aux fidèles. Mais peu importe, l'aura du Bouddha est toujours là. Et les éléphants, fierté du pays, participent à la magnificence de la cérémonie. La ville de Sonepur, en Inde, au confluent du Gange et de la Ganek. Chaque année, d'octobre à novembre, s'y tient la plus grande foire aux animaux de l'Inde. Venus de tout le pays, les éléphants sont plus de 300 à occuper la vaste prairie qui leur est réservée. Pour eux, la foire de Sonepur est un passage obligé. Il n'existe pas une cour princière, un cirque ou une exploitation forestière qui ne possède un éléphant acheté ici. Les cornacs rivalisent de créativité pour mettre en valeur l'animal. Je pense que je peux vendre Mati à un très bon prix. Après, je pourrais racheter un éléphant plus jeune. Un nouvel éléphant, c'est comme un nouvel ami. On fait des choses différentes ensemble. On fait de nouvelles découvertes. Il s'appelle Salah, il a 32 ans. Je voudrais le vendre à 11 000 $. Les acheteurs potentiels inspectent les bêtes avec rigueur. Plus tard, ils iront peut-être conclure l'affaire avec le vendeur, au secret, sous une tente. Le prix que je vais mettre va dépendre de l'âge de l'éléphant. Si c'est un bébé, je vais le payer environ 8 000 $. Par contre, si c'est un mâle adulte, comme celui-ci, j'en ai pour 15 à 18 000 $. Cet animal part rejoindre son nouveau propriétaire. Il ignore quelles tâches lui seront confiées. Il transportera peut-être du bois ou des hommes.
Mais son destin ne sera pas tragique, contrairement à celui de ses lointains ancêtres, utilisés comme des machines de guerre. Au IIIe siècle avant notre ère, les guerres puniques déchirent l'Occident. Rome et Carthage s'affrontent impitoyablement. Avec son armée composée de 26 000 hommes et de 80 éléphants d'Afrique, Hannibal a réussi l'exploit de franchir la barrière des Alpes. Il prend peu à peu le contrôle des régions méridionales de l'Italie. Pour libérer Rome de l'oppression étrangère, Scipion décide de porter la guerre en Afrique, d'où son surnom, Scipion l'Africain. Les deux armées s'affrontent lors de la bataille de Zama, dans le nord de l'actuelle Tunisie. Hannibal fait charger ses éléphants, véritables chars de guerre placés en première ligne. Mais les animaux, affolés par le vacarme des clairons romains, se retournent contre leur propre armée. Seuls quelques-uns continuent d'avancer vers les troupes adverses qui les transpercent de leurs javelots. L'armée d'Hannibal est écrasée. Scipion l'Africain met fin à la deuxième guerre punique et à l'hégémonie de Carthage sur la Méditerranée occidentale. Grâce à lui, Rome n'est pas envahie par les éléphants d'Hannibal. Arme de guerre, cet animal marque durablement le monde occidental. À Rimini, en Italie, le Tempio Malatestiano, chef-d'œuvre de la Renaissance, illustre cette influence. Ces sculptures du XVe siècle en témoignent. Par sa force et son innocence, l'éléphant est le pilier de la foi. Il soutient l'Église, représentée par une tour. L'Europe voit en lui un symbole de chasteté et un vengeur de l'adultère. Perçu comme un être digne et sage, l'éléphant est le dragon, incarnation du mal. En compagnie d'Adam et des animaux de la création, il occupe une place glorieuse au paradis terrestre. Par ses vertus, il est souvent assimilé à la mère de Jésus-Christ. Dans les litanies de la Vierge, Marie est elle-même qualifiée de tour d'ivoire. L'ivoire, matière noble et pure, née de l'éléphant. À Rome, l'obélisque de la place Santa Maria évoque les mots du naturaliste anglais Edward Topsell. Aucune autre créature n'offre une démonstration aussi grandiose de l'omnipotence du Dieu Tout-Puissant que l'éléphant. Le mammouth, ancêtre de l'éléphant, maître de tout ce qui vit sur la terre. Il est aussi prestigieux que mystérieux. Chassé pour sa viande, il fait partie de l'univers quotidien des hommes préhistoriques. Mais peut-être lui attribue-t-il un pouvoir spécifique, un rôle divin. Peut-être veulent-ils, par ses peintures extraordinaires, nous transmettre la fascination qu'il exerce sur eux. Le peuple d'Olgan n'a jamais rompu le lien avec les mammouths. Ces nomades vivent dans la presqu'île de Taïmyr, à l'extrême nord de la Sibérie, dans des conditions très difficiles. Autrefois, ils traquaient le mammouth pour se nourrir. Aujourd'hui, pour survivre, ils explorent les vastes territoires de la toundra et chassent le renne sauvage. Régulièrement, ils découvrent des ossements et des défenses du plus célèbre des animaux préhistoriques, disparus en Europe à l'ère glaciaire. Ici, à 6000 km de Moscou, s'étend l'un des plus grands cimetières de mammouths laineux. Мы это ищем тушу для музея. Нету, да? Геннадий, да. Это сын Ануфрия. Ага.
les Dolganes utilisent l'ivoire pour leurs outils, leurs attelages et l'artisanat. Un jour, au cours d'une chasse, une famille découvre une gigantesque paire de défenses en ivoire dépassant de la surface du sol. Sous leurs pieds, dans la terre gelée, repose un mammouth mort il y a 20 000 ans, parfaitement conservé. C'est le début d'une formidable aventure dont ces hommes deviennent les héros involontaires. Ils apportent leurs conseils aux chercheurs venus extraire le mammouth. Témoin de l'histoire du peuple dolgane, cet animal est sacré. Onko beljähtänyt tuok beljähtä voi yhtari? Onko mä aina raat yhtä karskista? Tuok samat mun tuokta tuok haluavat niin voi yhtä. Jeje. No, как его? Тогда-то не волонтировал. На мама-то никто как его не интересовался. Не интересовался. Baptisé Jarkov, du nom du Dolgane qu'il a découvert, le mammouth mobilise l'attention et l'énergie des scientifiques les plus réputés. D'un commun accord, ils décident de le maintenir dans son bloc de permafrost afin de ne pas rompre la chaîne du froid. Après 2 ans de travail acharné, dans des conditions climatiques extrêmes, Jarkov est enfin dégagé de son tombeau. Au-delà de leur intérêt scientifique, ces images se mêlent aux peintures des grottes préhistoriques, comme pour leur donner vie. Désormais, grâce à Jarkov, les hommes rêvent de faire renaître le maître de tout ce qui vit sur la Terre. Pour les Africains, l'éléphant est avant tout une montagne de viande. Au Soudan, les Mandaris sont des gardiens de troupeaux et de grands chasseurs. Avant d'affronter l'éléphant, ils chantent pour s'encourager. Qu'il est doux à notre tympan le cri du chasseur poursuivant l'éléphant. Qu'il est doux à notre tympan le craquement de l'arbre que brise l'éléphant. Qu'il est doux à notre tympan le cri du vieux mâle que blessent nos lances. Qu'il est doux à notre tympan le son de nos armes qui percent ses flancs. Solitaire est le mâle au cœur du combat. Avec fierté je l'affronte. Il est temps de partager en famille et dans la joie le fruit de la chasse. Même s'il est resté au village, le sorcier se voit toujours octroyer une patte d'éléphant, un morceau de choix habituellement réservé au chef. Les Mandaris voudraient pouvoir chasser l'éléphant tous les jours. Comme l'écrivait Romain Gary, la viande, c'était l'aspiration la plus ancienne, la plus réelle et la plus universelle de l'humanité. L'idée de la beauté de l'éléphant, de la noblesse de l'éléphant, c'était une notion d'homme rassasié. Le labyrinthe vert de la forêt équatoriale.
en Centrafrique. Au cœur de la jungle, à Dzanga Bay, l'éléphant a créé une vaste clairière et défriché les marécages pour s'ébattre dans la boue gorgée de sel naturel. Cet éléphant de forêt garde son mystère. À l'exception peut-être des pygmées Baka, nul ne connaît son régime alimentaire ou ses migrations. Chasseurs-cueilleurs, les Baka vivent dans la réserve de Dzanga Sanga. Mikama, le vieux maître chasseur, initie 2 jeunes Baka au secret des lieux. Fascinés, les 2 garçons se laissent aller à rêver. Ils imaginent Mikama, le jour où il a tué son premier éléphant. Il fallait beaucoup de courage pour aller affronter l'animal au cœur de la forêt. Sa stature gigantesque terrorisait ces hommes de petite taille. Et sa mise à mort déclenchait une véritable explosion de joie. Tous remerciaient le Djengi, l'esprit de la forêt. Grâce à lui, ils avaient triomphé de la bête invincible. Les hommes découpaient la viande afin de la transporter jusqu'au village, sous l'œil averti du maître chasseur. Les enfants participaient, chacun rêvant de grandir au plus vite pour se mesurer à la montagne de viande invincible. En dernier lieu, un chasseur s'affairait à trancher le morceau le plus prisé, la trompe. Pour les Baka, tuer son premier éléphant, c'était le grand rituel de passage, l'aventure de toute une vie. À partir du XIXe siècle, des explorateurs massacrent des milliers d'éléphants d'Afrique. Pour eux, il ne s'agit nullement d'un rite initiatique, encore moins d'une question de survie. Des réserves de chasse sont créées. Elles permettent à l'homme blanc de récolter ses pauvres trophées. Dès lors, les populations locales n'ont plus le droit de tuer les éléphants. Face à cette interdiction aussi brutale qu'incompréhensible, elles vont recourir au braconnage.
Abattu par les uns, braconné par les autres, l'éléphant va vivre ses heures les plus noires. Comme les autres peuples d'Afrique, les Mandaris n'admettent pas de ne plus pouvoir chasser leur nourriture suprême, l'éléphant. Des militaires escortent des chasseurs mandaris issus de différents campements et soupçonnés d'avoir tué plusieurs éléphants. Sous l'arbre où se rend traditionnellement la justice et où leurs lances ont été rassemblées, les hommes vont être jugés pour un crime qu'ils ne comprennent pas. Bring a lot of foreign exchange, which these Holland people want, instead of Sudan currencies. See? Tell them. Mais le seul chef reconnu par les Mandaris, c'est Akuang, le vieil aveugle. Pour eux, s'ils ne voient plus avec les yeux, ils voient avec le cœur, et jusque dans le cœur des autres. Le commandant demande à Akuang de livrer les coupables et de révéler la cachette de l'ivoire. Sinon, le village subira de terribles représailles. Tu me demandes ça à moi qui aperçois déjà la contrée où meurent les vieux éléphants, à moi qui ai conduit la chasse et qui ai fait couler le sang des bêtes qui nous unissaient. Tu me demandes de pousser les miens à se dénoncer à vous, qui traitez en criminels ceux qui chez nous sont des héros. Il y a longtemps déjà, une nuit perforée d'étoiles a envahi mes yeux. Aujourd'hui, cette nuit s'écroule sur mon peuple. L'homme digne ne répond pas à la menace des fusils. Nous nous tairons. Interdits de chasse, les Mandaris vont devoir quitter leur territoire, où ils seront remplacés par l'homme blanc. La culture de leur peuple va s'éteindre à cause d'une malédiction, la malédiction de l'ivoire. De tout temps, l'ivoire a suscité l'intérêt et la convoitise des hommes. Après 1960, la Chine et le Japon sont les deux pays à l'utiliser massivement, pour des objets qu'ils pourraient fabriquer à partir d'os, tout simple. Partout, des milliers d'éléphants sont massacrés pour des instruments de musique ou des touches de piano.
Dans le monde entier, l'ivoire se vend. En Afrique, son fournisseur se meurt. En juillet 1989, le président du Kenya déclare la guerre aux trafiquants d'ivoire. 3 millions de dollars partent en fumée. Une victoire au goût amer. Mais 1989 reste une date clé. Cette année-là, la Convention sur le commerce international des espèces menacées vote l'interdiction du négoce de l'ivoire en provenance d'Afrique. Depuis, l'éléphant est protégé. Peuple fier et libre, les Mnong vivent en Asie, sur les hauts plateaux du Sud-Vietnam. Pour eux, les éléphants font partie de leur famille. Ils ont une âme et ils sont sacrés. Les Mnong consacrent leur vie à leur capture et à leur dressage pour pouvoir se déplacer dans l'épaisse forêt équatoriale. On les appelle les chevaliers d'ivoire. La légende raconte qu'à l'origine, les éléphants étaient des hommes. Un jour, une femme donna du poisson à son enfant, qui se transforma en éléphant. Elle donna le reste du poisson à des pêcheurs, qui subirent le même sort. Tous rentrèrent quelque temps au village. Puis les éléphants repartirent dans la forêt, après avoir dit aux hommes qu'ils pourraient compter sur leur aide. Mais il leur faudrait offrir un grand sacrifice et faire une corde avec la peau d'un buffle pour les attraper. Makoun est le dernier chevalier d'ivoire. Ses 3 fils rêvent d'égaler un jour son record. À lui seul, il a capturé 300 éléphants. Makoun les conseille et vérifie le lasso. En cuir de buffle, il symbolise le lien étroit qui unit depuis toujours les Mnong à leurs ancêtres les éléphants. Avant de quitter leur village, les hommes se sont purifiés des fautes commises lors des chasses précédentes. Les Mnong sont partis depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pas encore capturé d'éléphants sauvages. De l'autre côté de la rivière,
il n'y a plus âme qui vive. C'est le territoire des éléphants. Les fils de Makun sont heureux de renouer avec leur liberté de nomade. Autrefois, les Mnong vendaient ces animaux au Cambodge, en Birmanie et en Thaïlande. Ils étaient si célèbres que le roi de Thaïlande les avait fait venir en son royaume pour dresser un éléphant blanc. Si les fils de Makun réussissent encore à capturer des éléphants, aucun d'eux ne pourra y consacrer entièrement sa vie. Leur père restera toujours le dernier chevalier d'ivoire, précieux témoin d'une époque révolue, où les éléphants et les hommes ne formaient qu'un seul peuple. L'éléphant ancre ses origines au plus profond du monde. Il nourrit l'imaginaire de l'homme, lui inspire ses plus belles histoires. Comme cet hymne indien, célébrant Ganesh, dieu éléphant. Salut à toi, être suprême, qui comme une jarre pleine de trésors, contient toutes les réussites. Toi, dont le ventre est rebondi, les dieux, les démons, les plus grands sages ne réussissent pas sans ton consentement.